Le bruit de son rire résonne encore dans mon esprit. Pas le rire doux et chaleureux dont je suis tombé amoureux il y a des années, mais ce rire cruel et moqueur qui est devenu trop familier dans notre mariage. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver assis sur le siège passager de notre Peugeot 3008, en route vers un stage de couple qui nous a coûté 3 mois d'économie. Tout ça parce que je ne me rappelais plus la dernière fois où nous avions eu une conversation qui ne s'était pas terminée par un sentiment d'inutilité. Les disputes étaient devenues une routine au cours des 2 dernières années. Des désaccords mineurs qui s'enflammaient jusqu'à ce qu'elles démolissent tout ce que j'étais, mes choix de carrière, mon physique, et récemment, les aspects les plus intimes de ma virilité. Ça avait commencé par des piques subtiles, de plus en plus publiques et humiliantes. Le mois dernier, lors du dîner de fin d'année de son entreprise à Lyon, elle avait lancé une blague sur mes lacunes qui avait laissé ses collègues éviter mon regard pour le reste de la soirée, dans un malaise palpable. « Tu es trop sensible », me disait-elle chaque fois que je l'affrontais. « C'est juste une plaisanterie. Tu n'as pas la peau plus épaisse que ça ?» Mais la douleur dans ma poitrine, à chaque fois, contredisait ces mots. Chaque remarque érodait un peu plus la confiance qu'il me restait. L'homme qu'elle avait épousé ambitieux, sûr de lui, passionné s'effaçait, remplacé par quelqu'un qui remettait en question chaque décision, chaque mot. Le GPS annonça que notre sortie approchait. Le centre de retraite était niché dans les Alpes françaises, à 3 heures de route de la vie de banlieue que nous avions construite ensemble à Saint-Germain-en-Laye. La brochure promettait des expériences transformatrices et des connexions intimes renouvelées grâce à des techniques thérapeutiques innovantes. Je n'étais pas sûr de ce qui m'attendait, mais je savais que quelque chose devait changer. « Tu as bien pris mes chaussures de randonnée ?» demanda-t-elle, brisant le silence tendu qui emplissait la voiture depuis notre dispute du matin sur notre départ en retard. « Oui, elles sont dans le sac bleu, » répondis-je, les yeux rivés sur la route sinueuse. J'avais vérifié 3 fois tout avant de charger la voiture, sachant qu'un objet oublié deviendrait une arme. Le centre apparut lorsque nous contournâmes le virage. Un vaste chalet en bois avec des fenêtres du sol au plafond reflétant les pins environnants. Plusieurs couples déchargeaient déjà leurs bagages, certains riaient ensemble, d'autres maintenaient la même distance tendue que je ressentais dans notre véhicule. « Eh bien, c'est vraiment isolé, » remarqua-t-elle. « Une semaine entière coincée ici. J'espère que tu vas vraiment participer cette fois. » Je ravalai ma réponse, me rappelant les conseils de notre thérapeute sur le choix des batailles. Ce stage était mon dernier effort désespéré pour sauver ce qui restait de notre mariage, 7 jours de thérapie de couple intensive, d'activités en plein air et de conversations structurées pour reconstruire l'intimité. La boule dans mon estomac se resserra à l'idée d'une humiliation publique supplémentaire parmi des inconnus. En me garant sur une place de parking, je remarquai une femme qui accueillait les couples arrivants. Quelque chose dans sa présence confiante mais chaleureuse attira mon attention. Elle se déplaçait parmi les invités avec aisance, son presse-papier glissé sous le bras, offrant des poignées de main fermes et des sourires sincères. « Ça doit être la thérapeute principale, » dis-je, plus pour moi que pour ma femme. « Eh bien, espérons qu'elle soit meilleure que la dernière, qui n'avait pas vu à quel point tu étais irraisonnable surtout. » Je pris une profonde inspiration et coupai le moteur. L'air de montagne frappa mes poumons lorsque je sortis, frais, pur, revigorant. Pendant un instant, je m'autorisai à espérer que cet endroit, cette semaine, ces professionnels pourraient nous aider à nous retrouver l'un l'autre ou, à tout le moins, m'aider à me retrouver moi-même. La thérapeute principale se tourna vers nous alors que nous approchions, ses yeux perçants et perspicaces croisant les miens. Elle tendit la main. « Bienvenue au Centre de Renouveau des Alpes. Je suis la conseillère principale en relation ici. Vous devez être le couple du groupe d'inscription C. » Ma femme avança, activant le charme qu'elle réservait aux personnes importantes. « Oui, c'est nous. Nous avons entendu des merveilles sur votre programme. » Le regard de la thérapeute s'attarda sur moi un peu plus longtemps que nécessaire. Son expression suggérait qu'elle avait déjà perçu quelque chose de significatif dans notre brève interaction. Je ne pus m'empêcher de me demander ce qu'elle voyait, un autre mariage en train de sombrer, ou peut-être quelque chose de plus précis sur la dynamique entre nous. « La session d'accueil commence dans 30 minutes dans la grande salle, » dit-elle, sa voix portant une autorité douce. « En attendant, installez-vous dans votre chalet. Vos dossiers d'information vous y attendent. » En nous dirigeant vers notre chalet assigné, je la vis nous observer, notant quelque chose sur son presse-papier. Son attention me rendait nerveux, mais étrangement réconforté. Quelqu'un prêtait enfin attention, vraiment attention, à ce qui se passait entre nous.
J'espérais seulement être prêt pour la vérité que cette semaine révélerait. La grande salle bourdonnait d'une énergie nerveuse alors que 12 couples s'asseyaient en cercle sur des fauteuils moelleux. Nos dossiers contenaient le planning de la semaine, les règles de base et une série de questionnaires à compléter durant notre séjour. Je feuilletais les papiers pendant que ma femme discutait avec le couple à côté de nous, un cadre d'entreprise et sa partenaire bien plus jeune, qui semblait tout aussi mal à l'aise. Commençons par nous présenter, annonça la thérapeute principale, captant instantanément l'attention. Je guiderai votre parcours cette semaine aux côtés de mes collègues. Elle désigna 2 autres professionnels assis de l'autre côté du cercle. Notre objectif n'est pas de réparer qui que ce soit, mais de créer un espace pour une communication honnête et une connexion renouvelée. Tandis que les couples se présentaient, je remarquais des schémas émerger. Les couples trop enthousiastes qui en faisaient trop pour paraître parfaits. Les ouvertement hostiles qui ne pouvaient pas terminer une introduction sans se contredire. Et les calmes, vaincus, qui évitaient presque tout contact visuel. Je me demandais où nous nous situions sur cette spectre de dysfonctionnement. À notre tour, ma femme serra ma main, un geste d'affection publique qui sonnait faux après des mois de distance froide. Nous sommes mariés depuis 7 ans, commença-t-elle avec son charme rodé. Nous sommes ici parce que nous avons perdu notre étincelle et que nous devons nous reconnecter. Sa version aseptisée de nos problèmes me fit remuer inconfortablement. Les yeux de la thérapeute principale croisèrent les miens, comme si elle sentait la réalité tue. Et qu'espérez-vous tirer de ce stage en particulier, me demanda-t-elle directement. Avant que je puisse répondre, ma femme intervint. Il doit retrouver sa confiance. Il est devenu si passif ces derniers temps. Ça affecte tout. Elle rit légèrement. Parfois, j'ai l'impression d'avoir épousé un lion et de vivre maintenant avec un chat domestique. Plusieurs hommes dans le cercle rirent maladroitement, tandis que leurs partenaires leur lançaient des regards complices. La chaleur monta à mon cou alors que la honte familière m'envahit. J'aimerais quand même entendre ce que vous en pensez, insista la thérapeute, gardant son attention sur moi malgré l'interruption de ma femme. Je me raclai la gorge. J'aimerais apprendre à être entendu, dis-je simplement, surpris par ma propre honnêteté. La thérapeute hocha la tête pensivement. C'est un bon point de départ. Notre premier exercice impliquait de nous séparer en pièces distinctes, les hommes avec le conseiller masculin, les femmes avec l'assistante féminine. La thérapeute principale passait d'un groupe à l'autre, observant. Dans notre cercle, les hommes partageaient à contre-cœur des frustrations qui faisaient écho aux miennes, se sentir dévalorisés, incompris, ou castrés. La société nous dit d'être vulnérables, puis nous punit quand nous le sommes, dit un homme avec amertume. Des murmures d'accord se propagèrent dans le groupe. Lorsque la thérapeute principale entra dans notre pièce, l'énergie changea subtilement. Elle s'adossa au mur, écoutant attentivement tandis que chaque homme parlait. À mon tour, je décrivis la critique constante sans mentionner les humiliations intimes spécifiques. On dirait que votre estime de soi dépend de l'approbation de votre partenaire, observa-t-elle. N'est-ce pas normal dans un mariage, demandai-je. L'interdépendance est saine. La soumission émotionnelle ne l'est pas, ces mots frappèrent avec précision. Votre valeur existe indépendamment de sa reconnaissance. Lorsque les groupes se réunirent pour le dîner, l'atmosphère avait changé. Certains couples se tenaient plus près. D'autres maintenaient une distance prudente. Ma femme était inhabituellement silencieuse, picorant son filet de sol pendant qu'elle évitait mon regard. « De quoi avez-vous parlé dans votre session ?» demandai-je, tentant une conversation. « Rien d'important, juste des plaintes sur les habitudes agaçantes des maris. » Elle sourit, mais ça n'atteignit pas ses yeux. « Et vous ? Vous vous êtes tous plaints de vos épouses exigeantes ? » Nous avons parlé de schémas de communication, répondis-je, ne mordant pas à l'hameçon. L'importance de parler sans jugement. Elle ricana. Ils t'ont implanté une colonne vertébrale pendant ce temps-là ? Je posai ma fourchette, soudain fatigué. J'essaie, ici. C'est moi qui ai eu l'idée de ce stage, souviens-toi ? Oui. Une autre solution coûteuse. Au lieu d'être simplement l'homme que j'ai épousé. La thérapeute principale passa près de notre table juste au moment où le commentaire de ma femme atterrit. Elle s'arrêta imperceptiblement, son expression neutre mais sommeau-savante. Comment se passe le dîner, les amis ? N'oubliez pas, nous avons notre exercice de visualisation ce soir à 20h. Après qu'elle se fut éloignée, ma femme se pencha en avant. On dirait qu'elle s'intéresse particulièrement à nos conversations.
Elle fait son travail, répondis-je, bien que j'ai remarqué la même chose, une attention particulière qui différait de son interaction avec les autres couples. L'exercice du soir impliquait d'écrire des lettres à nos moi plus jeunes, au début de notre relation. Tandis que j'adressais des avertissements à cette version confiante et pleine d'espoir de moi-même, je sentis la présence de la thérapeute derrière ma chaise. Elle se pencha légèrement, lisant mes mots. « Intuition intéressante », murmura-t-elle. « Peut-être devrions-nous programmer une session individuelle demain. Parfois, il faut se comprendre soi-même avant d'être compris par les autres. » J'acquiesçai, surpris par la suggestion et par l'étincelle d'anticipation qu'elle alluma en moi. Pour la première fois depuis notre arrivée, je ressentis quelque chose au-delà de la résignation, un espoir timide que quelqu'un me verrait vraiment, pas seulement la version diminuée de moi-même que j'étais devenu dans ce mariage. Tandis qu'elle s'éloignait, je remarquai que ma femme observait notre interaction. Ses yeux se plissèrent dans une expression que je ne pouvais pas tout à fait identifier, mais que je reconnus comme dangereuse. La lumière du matin filtrait à travers les pins alors que je me dirigeais vers le petit bureau pour ma session individuelle. Ma femme avait été étonnamment supportive de l'idée, ce qui ne fit qu'augmenter ma suspicion. « Vas-y », avait-elle dit au petit déjeuner. « Peut-être qu'ils pourront réparer ce qui ne va pas chez toi. » Ces mots portaient leur piqûre habituelle, mais je m'y endurcissais. La thérapeute principale m'accueillit à sa porte, m'invitant vers un fauteuil confortable en face de son bureau. Le bureau était chaleureux et accueillant, des étagères remplies de textes de psychologie, de grandes fenêtres donnant sur les montagnes, et notablement absente, la typique méridienne de thérapeute. « J'apprécie que vous ayez pris le temps pour ça, dis-je en m'installant. Je prends le temps quand je vois quelqu'un prêt pour un changement significatif, répondit-elle en s'asseyant en face de moi. Les exercices d'hier ont révélé des schémas que je pense que nous devrions explorer. Pour l'heure suivante, nous discutâmes de ma vie avant le mariage, de ma confiance dans ma carrière d'ingénieur à Grenoble, de mon approche assurée des relations, de mon optimisme. Puis vint l'excavation méthodique de la façon dont cela avait changé. La thérapeute prenait des notes occasionnellement, mais maintenait surtout un contact visuel à la fois inconfortable et nécessaire. « Quand avez-vous remarqué pour la première fois que vous rapetissiez dans votre mariage ?» demanda-t-elle. La question me prit au dépourvu par son exactitude. Rapetisser. C'est exactement ce que ça fait. C'est ce que fait la diminution émotionnelle. Nous nous rétrécissons pour accommoder le besoin d'espace ou de contrôle de l'autre. Je décrivis les premières années, des critiques subtiles qui semblaient constructives au début. Des blagues à mes dépens que je riais pour paraître décontracté. Une isolation graduelle de mes amis, pas assez bien selon ma femme. Et les critiques plus intimes, demanda-t-elle avec précaution. Quand ont-elles commencé? La chaleur remonta à mon cou il y a 2 ans, après une promotion au travail. La mienne, pas la sienne. Timing intéressant. Le succès déclenche souvent l'insécurité chez les partenaires avec des problèmes de contrôle. Je n'avais jamais considéré cette perspective. Je pensais qu'elle serait heureuse pour moi. Parfois, ce qui paraît du mépris est en fait de la peur, dit-elle. Votre succès menaçait la dynamique de pouvoir qu'elle avait établie. Nous plongeâmes plus profondément dans un territoire inconfortable, les critiques dans la chambre, les humiliations publiques, le démantèlement systématique de ma confiance. Ce que vous décrivez est de l'abus émotionnel, dit-elle factuellement. Pas de jugement, pas de surprise, juste une reconnaissance claire. Les hommes ne peuvent pas être abusés, dis-je automatiquement, répétant ce que j'avais entendu des milliers de fois. C'est précisément le récit culturel qui garde beaucoup d'hommes piégés dans des relations destructrices. Sa voix s'adoucit. L'impact psychologique n'est pas moins réel à cause de votre genre. Quelque chose se brisa en moi. Un barrage retenant des années de confusion et de douleur. Je n'avais pas pleuré devant une autre personne depuis l'enterrement de mon père 8 ans plus tôt, mais les larmes vinrent maintenant, silencieuses mais imparables. Elle attendit patiemment, offrant des mouchoirs sans commentaire. Lorsque je retrouvai mon calme, elle se pencha légèrement. « J'ai remarqué quelque chose chez vous que vous avez peut-être oublié, » dit-elle. « Vous possédez une intelligence émotionnelle et une résilience extraordinaires. Le fait que vous ayez initié ce stage, que vous soyez assis ici maintenant à faire ce travail difficile, ce ne sont pas les actes d'une personne faible. » Ces mots tombèrent comme de la pluie sur un sol desséché. Je ne me rappelais pas la dernière fois que quelqu'un avait vu de la force en moi plutôt que des déficiences. Ce que votre femme raille comme de l'inadéquation, je le vois comme de la réflexion. Ce qu'elle cadre comme de la faiblesse,
je le reconnais comme de l'empathie. Elle jeta un œil à ses notes. Vos collègues doivent valoriser ces qualités dans votre leadership. Comment saviez-vous que j'occupe un poste de direction? Vous avez mentionné votre promotion, mais plus que ça, vous parlez comme quelqu'un habitué à considérer plusieurs perspectives. C'est rare et précieux. Notre session se termina par des stratégies pratiques pour poser des limites, des techniques pour répondre aux humiliations publiques, des phrases pour interrompre les schémas négatifs, la permission de prioriser mon bien-être émotionnel. J'aimerais observer vos interactions de plus près pendant les exercices de groupe, dit-elle alors que je me préparais à partir. Avec votre permission, bien sûr. Ce serait utile, répondis-je, surpris par la légèreté que je ressentais après une seule conversation. Alors que j'atteignais la porte, elle parla de nouveau. Une dernière chose, le centre a une politique de confidentialité. Ce que nous avons discuté reste entre nous, sauf si vous choisissez de le partager. J'acquiesçai avec gratitude, sachant que ma femme m'interrogerait sur la session. En revenant au chalet, je la trouvai qui m'attendait, sa posture tendue. Eh bien, comment était ta thérapie privée? L'accent suggérait une impropriété. Utile, dis-je simplement, utilisant une de mes nouvelles techniques. Nous avons identifié des schémas de communication à travailler. Elle t'a dit quel était le problème? C'est sa spécialité avec les maris ici. Son ton était accusateur. En fait, nous nous sommes concentrés entièrement sur mes réponses, pas sur toi du tout. Ce n'était pas entièrement vrai, mais ça déviait la conversation. Ma femme sembla insatisfaite de cette réponse, mais ne trouva pas d'angle d'attaque. L'exercice de confiance en groupe commence dans 20 minutes, dit-elle enfin. Essaie de ne pas nous embarrasser. En marchant vers la grande salle, je repassai les mots de la thérapeute sur la force et l'intelligence émotionnelle. Pour la première fois depuis des années, je considérais la possibilité que le problème n'était pas mon inadéquation, mais la toxicité de la relation. La révélation était à la fois terrifiante et libératrice, comme découvrir une porte dans une pièce que je croyais sans issue. Je n'étais pas sûr encore si je la franchirais, mais savoir qu'elle existait changeait tout. L'exercice de confiance de l'après-midi était conçu pour exposer les vulnérabilités. Les couples s'asseyaient face à face en répondant à des questions de plus en plus personnelles fournies par les thérapeutes. Chaque paire était espacée pour l'intimité, mais l'énergie dans la pièce restait palpable alors que les révélations émotionnelles se propageaient dans le groupe. Certains couples se tenaient les mains en solidarité, d'autres maintenaient une distance prudente. Ma femme et moi étions assis en tailleur sur des coussins de méditation, les genoux presque se touchant mais pas tout à fait. La thérapeute principale circulait parmi les couples, s'arrêtant occasionnellement pour observer ou guider. Lorsqu'elle s'approcha de notre zone, je remarquai que ma femme redressait sa posture, ajustant sa voix pour paraître plus engagée et affectueuse. Souvenez-vous, s'adressa la thérapeute au groupe entier. Cet exercice n'est pas une performance ou dire ce que vous pensez que votre partenaire veut entendre. C'est une communication authentique, peut-être exprimer des choses que vous n'avez jamais dites à voix haute. Ma femme sourit crispée. Nous avons toujours été bons à l'honnêteté, n'est-ce pas? L'ironie ne m'échappa pas, mais j'acquiesçai quand même. Les premières questions étaient gérables, impressions initiales, souvenirs partagés préférés, moments de fierté l'un pour l'autre. Ma femme excellait dans cette performance, racontant des histoires qui peignaient notre relation en termes flatteurs tant que la thérapeute était à portée de voix. Puis vinrent les prompts plus difficiles. Partagez quelque chose sur vous-même dont vous avez honte, quelque chose que votre partenaire ne comprend peut-être pas pleinement. La carte tremblait légèrement dans ma main alors que je la lisais à voix haute. Ma femme passa en premier, décrivant des insécurités professionnelles qui semblaient calculées pour paraître vulnérables tout en soulignant en fait ses accomplissements. À mon tour, j'hésitais, pesant jusqu'où être honnête. J'ai honte de combien j'ai changé, dis-je enfin. De comment j'ai permis de me laisser diminuer dans notre relation. Ses yeux se plissèrent. Qu'est-ce que ça veut même dire? Ça veut dire que j'avais confiance en mon jugement autrefois, que je me sentais confiant dans mes décisions et en moi-même. Maintenant, je doute de tout. Elle ricana. Donc, c'est ma faute si tu es insécure. Je remarquai la thérapeute principale s'arrêtant près de nous, feignant d'ajuster ses notes tout en écoutant clairement. Je n'attribue pas de blâme, dis-je prudemment. Je réponds à la question sur ma honte, que je ne me suis pas défendu quand j'aurais dû. Me défendre contre quoi? Mon soutien? Mon envie que tu sois meilleur? Sa voix monta légèrement,
attirant les regards des couples voisins. La carte suivante portait sur des besoins non comblés dans la relation. Je me préparais alors que ma femme prenait son tour. J'ai besoin d'un partenaire qui n'est pas si fragile, commença-t-elle, sa voix portant plus loin que nécessaire. Quelqu'un qui ne se flétrit pas sous la moindre critique. Quelqu'un qui se comporte comme un homme dans tous les domaines de la vie. Elle accentua les derniers mots d'un regard pointu qui rendait son sens incontestable. La chaleur grimpa à mon cou alors que plusieurs participants voisins remuèrent inconfortablement, ayant clairement entendu. La thérapeute principale cessa de feindre, observant notre interaction avec un focus intense. Votre réponse semble contenir de la critique plutôt que d'exprimer vos propres besoins, observa la thérapeute, s'approchant. Pouvez-vous reformuler en termes de ce dont vous avez vraiment besoin? Le sourire de ma femme n'atteignit pas ses yeux. J'ai besoin de force physique et émotionnelle de mon partenaire. C'est mieux formulé? Peut-être, répondit la thérapeute. Bien que la force se manifeste de bien des façons au-delà du conventionnel. Après la démonstration de ma femme, il aurait été facile de me replier sur des réponses sécurisées. Mais quelque chose en moi avait bougé. J'ai besoin de respect, dis-je simplement. Pas seulement en public, mais en privé. J'ai besoin de me sentir valorisé plutôt que constamment mesuré et trouvé défaillant. Ma femme leva les yeux au ciel. C'est exactement. Laissez-le finir, s'il vous plaît, intervint la thérapeute fermement. J'ai besoin d'être vu comme une personne complète, pas comme une collection de lacunes perçues, continuai-je, surpris par ma voix ferme. Et j'ai besoin de reconnaissance que la virilité n'est pas définie par des standards arbitraires ou des attributs physiques. La thérapeute hocha la tête encourageante. C'est un besoin profond, être accepté dans sa totalité plutôt que réduit à des parties ou des performances. Le visage de ma femme rougit de colère. Donc maintenant, vous prenez son parti. Je pensais que les thérapeutes étaient censés être neutres. Soutenir l'expression de besoin sincère n'est pas prendre parti, répondit la thérapeute calmement. C'est faciliter une communication honnête, ce qui est précisément mon rôle. La tension entre elles était palpable. Ma femme s'excusa peu après, prétextant un mal de tête qui nécessitait du repos dans notre chalet. Tandis que les autres couples continuaient l'exercice, la thérapeute s'approcha de moi. Ça a demandé du courage, dit-elle doucement. Ça n'en avait pas l'air. Ça ressemblait à du désespoir. Les deux coexistent souvent. Elle consulta sa montre. Nous avons une activité en extérieur prévue ensuite, mais si vous préférez du temps pour traiter ce qui vient de se passer, c'est parfaitement raisonnable. En fait, j'aurais besoin de la distraction, admis-je. L'activité de groupe impliquait une promenade en nature axée sur la pleine conscience, avec les couples délibérément séparés pour encourager la réflexion individuelle. Alors que nous nous rassemblions au départ du sentier, je remarquai la thérapeute principale organisant l'ordre de randonnée, me plaçant stratégiquement dans son propre groupe tandis que ma femme était assignée à la supervision de ses collègues. Pendant la marche, elle garda notre conversation professionnelle, mais offrit occasionnellement des observations qui semblaient personnelles dans leur perspicacité. Remarquez comme tout paraît plus clair quand on ne le voit pas à travers les attentes de quelqu'un d'autre, dit-elle alors que nous nous arrêtions à un point de vue. Après le dîner, que ma femme sauta entièrement, la soirée se termina par une méditation guidée. Alors que les participants se dispersaient vers leur chalet, la thérapeute principale me rattrapa dans le hall. « Comment tenez-vous le coup ?» demanda-t-elle, son ton professionnel adouci par une préoccupation sincère. « Mieux que prévu, admis-je. Bien que retourner au chalet ressemble à entrer dans une tempête. » Elle hocha la tête compréhensive. Parfois, la croissance la plus importante se produit au cœur de cette tempête. Elle hésita, puis sortit son téléphone. Je ne fais normalement pas ça avec les participants, mais vu l'intensité de votre situation. Elle me tendit son téléphone avec une nouvelle page de contact ouverte. Son numéro professionnel. Si les choses s'enveniment ce soir, envoyez-moi un texto. Juste pour cette semaine, pendant que vous êtes sous nos soins. Tandis que j'entrais mes informations, nos doigts se frôlèrent brièvement, un contact innocent qui n'en fut pas moins significatif. Elle reprit son téléphone avec un sourire rassurant. Merci, dis-je, le pensant pour plus que le numéro. Vous faites un travail important ici, répondit-elle. Plus que ce que votre femme ne réalise. Ce que ni l'un ni l'autre ne remarqua, c'est que ma femme observait depuis le couloir sombre, son expression se durcissant tandis qu'elle assistait à notre échange. Le chalet était sombre lorsque je revins,
à l'exception d'une petite lampe dans le coin. Ma femme était assise dans l'ombre, sa silhouette rigide de tension. Je me préparais à la confrontation que je savais inévitable. Profite bien de ta conversation privée avec notre thérapeute. Sa voix dégoulinait d'accusations. Elle vérifiait après ce qui s'est passé pendant l'exercice, expliquai-je calmement, utilisant les techniques de grounding que j'avais pratiquées. Son travail est de soutenir les participants dans les moments difficiles. Échanger des numéros de téléphone fait partie de ce soutien professionnel. Elle se leva de la chaise, les bras croisés. Ne sous-estime pas mon intelligence. Je vous ai vu. L'ancien moi aurait bégayé des excuses, s'excuser inutilement, tenter désespérément de désamorcer sa colère. Au lieu de ça, je posai ma bouteille d'eau sur la table et soutins son regard directement. Elle m'a donné son contact professionnel au cas où les choses s'envenimeraient ce soir. Vu comment tu as quitté la session, c'était une précaution raisonnable. Donc, je suis dangereuse maintenant, la méchante dans ton petite histoire de victime triste? Elle rit amèrement. Tu l'as complètement charmée avec cette routine de blessé, hein? Plutôt que de me défendre, je posais une question qui se formait depuis notre session de thérapie. Pourquoi m'as-tu épousé si tu me trouves si décevant? La franchise de ma question l'a pris au dépourvu. Elle cligna des yeux, momentanément silencieuse. Tu n'étais pas comme ça avant, dit-elle enfin, sa voix plus douce mais toujours accusatrice. Tu étais confiant, ambitieux, tu prenais les rênes. Maintenant, tu hésites sur tout. Je me demande pourquoi ça pourrait être, dis-je doucement. Elle arpenta le petit chalet, l'agitation visible dans chaque mouvement. Mon père m'avait prévenu que les hommes changent après le mariage. Qu'ils montreraient leur vrai visage tôt ou tard. Cette révélation fit cliquer quelque chose en place. Son père, un homme dominateur qui traitait sa femme comme un accessoire et la rabaissait ouvertement lors des repas de famille. L'homme qui ne m'avait jamais approuvé malgré mes tentatives pour gagner son respect. C'est donc ça? Tu as peur que je devienne comme ton père si tu ne me gardes pas sous contrôle. Son expression confirma ma théorie avant qu'elle ne puisse le nier. C'est ridicule. Tu déformes les choses pour éviter la responsabilité. Je n'évite rien. J'essaie de comprendre ce qui nous est arrivé. Je gesticulais entre nous. Nous étions une équipe autrefois. Maintenant, j'ai l'impression d'être ton projet. Un projet décevant, qui plus est. Si tu étais juste plus décisif, plus assertif, plus comme ton père, terminai-je pour elle. Elle tressaillit comme si je l'avais frappée. Je ne suis rien comme lui, n'est-ce pas? La critique constante, l'humiliation publique, le contrôle. Pour la première fois depuis que je me souvenais, je vis une peur genuine dans ses yeux. Pas peur de moi, mais peur de la vérité dans mes mots. Elle s'affaissa sur le lit, la colère temporairement displacée par quelque chose de plus vulnérable. Je ne veux pas être comme lui, murmura-t-elle. À cet instant, je ressentis une étincelle de compassion pour elle, pour la petite fille qui avait grandi en voyant sa mère diminuer, qui avait juré de ne jamais être à sa place. Ça n'excusait pas son comportement, mais ça m'aidait à le comprendre. Nous nous sommes tous les deux perdus dans cette dynamique, dis-je, m'asseyant en face d'elle. Tu as tellement peur d'être contrôlée que tu es devenue la contrôleuse. Une larme coula sur sa joue, la première émotion sincère que je voyais d'elle depuis des mois. Pendant un bref moment, j'aperçus la femme dont j'étais tombé amoureux sous les couches d'armure défensive. Peut-être que ce stage n'était pas une erreur après tout, dit-elle doucement. Peut-être avions-nous besoin de voir ce que nous sommes devenus. Nous parlâmes tard dans la nuit, vraiment parlâmes, sans les luttes de pouvoir habituelles et la défensivité. Elle admit des insécurités que je n'avais jamais soupçonnées, des peurs qui avaient alimenté son comportement cruel. J'acknowledgeai comment mon évitement des conflits avait permis le schéma toxique. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais ça ressemblait à la première conversation honnête que nous avions eue depuis des années. Le lendemain matin apporta l'événement le plus challenging du stage, l'exercice du miroir, où les partenaires partageaient forces et faiblesses perçues en se faisant face devant le groupe. Vu notre percée de la nuit précédente, j'abordai ça avec un optimisme prudent. Ma femme semblait assagie mais présente alors que nous prenions nos places dans le cercle. À son tour de partager mes forces, elle me surprit par des acknowledgements sincères sur ma compassion et mon intégrité. Mais en discutant des faiblesses, les anciens schémas réémergèrent. Tu dois être plus assertive dans tous les domaines, dit-elle avec un regard pointu qui rendait son sens clair pour tout le monde. Malgré notre conversation,
elle n'avait pu résister à l'opportunité publique de me rappeler et à tout le monde mes supposées lacunes. Je remarquai la thérapeute principale observant intensément, son expression professionnellement neutre, mais ses yeux communiquant quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait interpréter. À mon tour, je me concentrai sur des observations constructives sur nos schémas de communication plutôt que des attaques personnelles, gagnant un hochement approbateur de la thérapeute. Après la session, les participants firent une pause pour le déjeuner. Ma femme rejoignit un groupe se dirigeant vers la salle à manger tandis que je restais derrière pour aider à ranger les chaises. La thérapeute principale s'approcha alors que la pièce se vidait. « C'était géré de manière professionnelle, dit-elle, surtout vu les circonstances. Nous avons vu une percée hier soir, admis-je, bien qu'elle ne se soit pas entièrement traduite dans la session d'aujourd'hui. Le vrai changement prend du temps. Une conversation ne surcharge pas immédiatement les schémas établis. » Elle hésita, puis ajouta, « Parfois, ce qui ressemble à du progrès est en fait juste une retraite tactique. » Son avertissement résonna avec quelque chose que j'avais ressenti mais ne pouvais articuler, le sentiment que la vulnérabilité de ma femme pourrait avoir été stratégique plutôt que sincère. « J'ai une autre session individuelle disponible cet après-midi si vous voulez en discuter plus, » offrit-elle. « J'apprécierais ça, » répondis-je, sincèrement reconnaissant pour le soutien. Tandis qu'elle mettait à jour son planning sur sa tablette, elle leva les yeux avec une expression qui semblait franchir les limites professionnelles juste un instant. Vous savez, dans un autre contexte. Elle ne finit pas la pensée, mais n'en avait pas besoin. L'implication flotta entre nous, ni reconnue ni niée. Je devrais rattraper ma femme, dis-je, bien que je ne bougeasse pas immédiatement pour partir. Bien sûr. Elle rangea sa tablette sous son bras. Oh, et je n'ai pas eu votre numéro hier soir. Pour mes dossiers, purement professionnels, bien sûr. Tandis que je récitais mon numéro, la regardant l'entrée dans son téléphone, je réalisais que nous dansions un ballet délicat autour de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'était prêt à nommer. Quand elle releva les yeux, son attitude professionnelle était revenue, mais quelque chose dans ses yeux suggérait que notre connexion transcendait la relation thérapeute-client. 15 heures, confirma-t-elle, se tournant avec un sourire qui contenait des multitudes. Je me dirigeai vers la salle à manger, l'esprit tourbillonnant d'émotions conflictuelles. Pour la première fois en années, je me sentais vu et valorisé, non pas comme un projet à réparer, mais comme une personne digne de respect. Le fait que ça vienne de quelqu'un d'autre que ma femme était à la fois troublant et exaltant. La session de l'après-midi avec la thérapeute principale n'eut jamais lieu. Alors que j'approchais de son bureau, ma femme m'intercepta dans le couloir, ses yeux brillant d'une émotion que je ne pouvais pas identifier immédiatement. « Te voilà, » dit-elle, passant son bras sous le mien avec une affection inhabituelle. « Je te cherchais partout. Le groupe de randonnée part dans 10 minutes. Je pensais qu'on pourrait y aller ensemble. » Son enthousiasme soudain semblait discordant après la tension du matin. « En fait, j'ai une session individuelle prévue, expliquai-je. »« Annule-la, » insista-t-elle, serrant ma prise sur mon bras. « Ce stage est pour nous reconnecter, pas pour que tu passes plus de temps seul avec la thérapeute. » L'accent sur seul portait des implications claires. Avant que je puisse répondre, la thérapeute émergea de son bureau, prenant la scène en un regard rapide et perspicace. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, son ton professionnel masqué par la préoccupation dans ses yeux. Le sourire de ma femme n'atteignit pas ses yeux. « Parfaitement. Je disais juste à mon mari qu'on devrait rejoindre le groupe de randonnée en couple. » Elle se tourna vers moi. « N'est-ce pas, chérie ?» Le mot tendre sonnait étranger après des mois de formalités froides entre nous. Je regardais entre les deux femmes, pris dans une lutte de pouvoir qui portait ostensiblement sur une randonnée, mais clairement sur bien plus. Nous avions programmé une session, me rappela doucement la thérapeute. Mais c'est entièrement votre choix. Les doigts de ma femme s'enfoncèrent dans mon bras. La session peut attendre. Un peu d'air frais nous fera du bien à tous les deux. Quelque chose dans son attitude, un désespoir contrôlé sous la façade d'harmonie conjugale, me fit acquiescer. Reportons pour demain, dis-je à la thérapeute. Elle hocha la tête, son expression soigneusement neutre. Bien sûr, ma porte reste ouverte si vous avez besoin de quoi que ce soit. Le regard significatif que nous échangeâmes n'échappa pas à ma femme, dont le sourire artificiel se crispa davantage. La randonnée elle-même était belle, mais tendue. Ma femme maintint un contact physique tout du long, tenant ma main sur les terrains plus faciles, s'accrochant à mon bras pendant les sections plus raides, s'assurant que chaque autre couple remarque notre apparente proximité.
Sa conversation semblait scriptée, parsemée d'anecdotes intimes et de souvenirs tendres pour le bénéfice de notre audience. « Tu te souviens de notre randonnée de lune de miel en Provence ?» demanda-t-elle bruyamment alors que nous atteignions un belvédère. « Tu étais si attentionné, toujours à t'assurer que j'avais de l'eau, prenant toutes ces photos de moi au sommet. » Je m'en souvenais, et aussi comment elle avait critiqué mes compétences en photographie après, rejetant la plupart des photos comme flatteuses. Tandis que les autres couples se dispersaient pour profiter de la vue, elle me tira à l'écart, son masque joyeux tombant momentanément. « Qu'est-ce qui se passe entre toi et elle ?» exigea-t-elle dans un murmure harche. « Rien d'inapproprié, répondis-je trudfouille. « Ne me mens pas. J'ai vu comment elle te regarde, comme tu es avide de tes sessions. » Ses doigts s'enfoncèrent dans mon poignet. « Tu nous fais passer pour ridicules. »« Ce n'est pas moi qui fais une performance, répondis-je calmement, extrayant doucement mon bras de sa prise. « Et je ne mens pas. Elle a été professionnelle, mais supportive. »« Elle te veut ?» siffla ma femme. « C'est pathétiquement évident, et tu adores ça. L'attention, la validation. » Elle rit froidement. « Ça te fait te sentir plus homme ? Avoir qu'elle te cajole ?» L'ironie ne m'échappa pas. Ma femme, qui avait systématiquement miné ma confiance pendant des années, maintenant inquiète qu'une autre femme la rebâtisse. « Ce n'est pas à propos d'elle, dis-je doucement. C'est à propos de nous, de comment nous nous traitons l'un l'autre. » Son expression se durcit. « Donc, c'est ma faute. Je te pousse à être meilleur, et au lieu de te ressaisir, tu vas chercher quelqu'un qui cajolera ton ego. » Le schéma familier de blâme et de déviation m'aurait normalement envoyé en retraite apologétique. Au lieu de ça, je tins bon. Personne ne cajole rien. Pour la première fois en année, on me traite avec un respect basique. Le fait que ça semble si étranger est le problème. Son visage rougit de colère ou de honte, peut-être les deux. Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre couple s'approcha, commentant la vue. Ma femme se transforma instantanément, se penchant affectueusement contre moi tout en engageant la conversation animée. Le reste de la randonnée suivit ce schéma, proximité performative en public, accusation bouillonnante en privé. Au moment où nous revînmes au chalet, un épuisement émotionnel s'était abattu sur moi comme un brouillard lourd. Le dîner ce soir-là était une affaire de groupe dans la grande salle. Ma femme s'excusa tôt, citant un mal de tête, me laissant seul à notre table. Je finissais mon café quand la thérapeute principale s'approcha, glissant sur le siège vide en face de moi. « Votre femme semblait distressée pendant la randonnée, observa-t-elle. Elle se sent menacée, admis-je. Par vous spécifiquement. » La thérapeute considéra ça. « Et comment vous sentez-vous à ce sujet ?» Confus, conflictuel. Je fixai ma tasse vide. Une partie de moi est soulagée d'avoir quelqu'un qui voit ce qui se passe. Une autre se sent coupable, comme si je la trahissais en en parlant seulement. C'est une réponse commune à une manipulation émotionnelle à long terme, dit-elle doucement. La culpabilité n'est pas la vôtre à porter, mais il s'assure que vous le fassiez quand même. Notre conversation dévia vers la vie au-delà du stage. Des sujets neutres qui révélèrent quand même des visions du monde compatibles, des intérêts partagés, des valeurs similaires. Pendant 20 minutes, je vécus ce que c'est qu'une interaction adulte ordinaire et respectueuse. Pas de marcher sur des œufs, pas de se préparer à la prochaine critique. Alors que nous nous préparions à quitter la salle à manger, elle posa brièvement une main sur la mienne. À propos de la session reportée de demain. Oui, j'y serai, l'assurai-je. En fait, je voulais suggérer qu'on se rencontre hors site, dit-elle. Il y a un café en ville, à environ 15 minutes. Parfois, un changement d'environnement aide les participants à parler plus librement loin du cadre du stage. L'invitation flottait entre professionnel et personnel, un espace liminal qui pouvait être interprété de bien des façons. Ça semble utile, répondis-je prudemment. À quelle heure? J'ai une pause à 11 heures. Je pourrais vous texter l'adresse. Ses yeux croisèrent les miens avec un sens incontestable. Avant que je puisse répondre, une voix vint de derrière nous. Texter les patients maintenant? C'est la pratique standard pour les thérapeutes de nos jours? Ma femme se tenait là, son mal de tête apparemment oublié, les bras croisés défensivement sur sa poitrine. La thérapeute garda son calme. Comme je l'ai mentionné lors de l'orientation, nous fournissons divers canaux de communication pour les participants qui ont besoin de soutien entre les sessions. Comme c'est attentionné, répondit ma femme acidement.
Et tous les participants reçoivent une telle attention personnalisée, ou juste les attractifs? La thérapeute se leva gracieusement. Je vous laisse discuter tous les deux. Souvenez-vous, la session de groupe de demain commence à 9 heures. Tandis qu'elle s'éloignait, ma femme tourna sa fureur vers moi. C'est humiliant. Tout le monde voit ce qui se passe. Quelque chose en moi se brisa enfin. Le barrage de patience, de tolérance et d'évitement des conflits qui avaient défini notre relation. Qu'est-ce qui se passe exactement? Demandai-je, ma voix calme mais ferme. Une professionnelle me traite avec un respect et une dignité basique. Et d'une façon ou d'une autre, ça te menace. Elle flirte avec toi, siffla-t-elle. C'est complètement inapproprié. Peut-être que oui, reconnus-je. Mais ce qui est plus révélateur, c'est à quel point c'est choquant pour moi. Que cette simple gentillesse et cet intérêt semblent si étrangers que je les reconnais à peine. L'expression de ma femme vacilla momentanément avant de se durcir de nouveau. Donc, c'est ma faute. Je suis la méchante parce que je ne t'accable pas de compliments vides. Non, dis-je doucement. Tu n'es pas une méchante. Tu es une personne blessée qui m'a blessé en retour. Mais je ne peux pas continuer à payer pour ce qui s'est passé avant que nous nous rencontrions. Autour de nous, la salle à manger s'était vidée, ne laissant que l'écho de notre confrontation dans l'espace caverneux. « Qu'est-ce que tu dis » exigea-t-elle. Je dis que je mérite mieux que la critique constante et l'humiliation publique. Si ça ne peut pas venir de notre mariage, alors peut-être que le mariage a fait son temps. Son visage pâlit. Tu me quitterais pour elle. Ce n'est pas à propos d'elle, répétai-je, réalisant en le disant que c'était vrai. C'est à propos de reconnaître enfin ce que j'ai permis et de décider que ça s'arrête maintenant. Je m'éloignai alors, non vers le bureau de la thérapeute, mais vers notre chalet pour faire mes bagages. Ce qui arriverait ensuite, réconciliation ou séparation, se passerait sur des termes différents. L'équilibre du pouvoir avait basculé, non parce qu'une autre femme avait exprimé de l'intérêt, mais parce que j'avais enfin reconnu ma propre valeur. Alors que j'atteignais la porte du chalet, mon téléphone vibra avec un message texte. Le nom de la thérapeute apparut sur mon écran avec un message simple. Quoi que tu décides, souviens-toi, ta valeur n'est pas mesurée par la perception de quiconque d'autre. Je souris à l'ironie que quelqu'un que je connaissais à peine pouvait voir ce que ma partenaire de 7 ans avait manqué. Que la vraie virilité n'avait rien à voir avec la dominance ou les attributs physiques, et tout à voir avec l'intégrité, la compassion et le respect de soi. Des qualités que je réclamais enfin, une conversation difficile à la fois. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous d'abonner à notre chaîne? Ça nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire. À bientôt.